Bien, bonjour à tous, je suis Nicolas Aubé de la société Céleste. Et puis on est un petit peu en avance, mais je ne vais pas être trop long quand même, je vous rassure. Donc on va parler de notre data center Marilyn, qui est un data center vertical qui est différent. Alors on ne prétend pas avoir la solution, mais on prétend proposer un modèle différent de data center et vous le présenter aujourd'hui. Donc on va parler en fait du fait de pourquoi nous, Céleste, on a un data center. En quelques mots, pourquoi on a choisi un refroidissement à l'air, pas à l'eau, malgré une haute densité. Pourquoi il est vertical. Et puis après, on pourra aussi savoir pourquoi on l'a appelé Marilyn, mais je pense que vous allez le trouver très vite. Alors, 2 mots sur Céleste. Nous sommes fournisseurs d'accès à Internet pour les entreprises. Donc, notre métier, c'est d'équiper des entreprises. Donc, le métier de Céleste, à la base, c'est les réseaux. Et on a beaucoup investi sur la fibre optique et on a 2000 clients entreprises. Voilà. On est utilisateur de data center à la base. Hein. On a créé Céleste en 2001. On est présent dans 4 data centers de la région parisienne, plus plusieurs POP en province. Et on n'était pas content de ce qu'on avait, voilà, pour résumer. Et donc on a décidé de construire notre propre data center en 2009. On a fait un an d'études et après on a mis en service en 2011. Donc ça fait, on a un retour d'expérience de 1 an, un peu plus d'1 an, de l'utilisation de ce data center Marilyn. On s'était fixé un cahier des charges assez simple en fait. On voulait une certaine haute densité. Bon après il y a des débats sur c'est quoi la haute densité. On avait décidé nous d'avoir 5 kVA par B en moyenne et au maximum 15 kVA par B. D'accord. Donc kVA c'est kilowatts, c'est pareil, le COSFI c'est 1 maintenant. On a choisi aussi d'avoir une haute dispo, une redondance électrique en 2N et une redondance thermique. Parce qu'on a subi, nous, plusieurs pannes de clim dans des data centers. Donc, on sait que maintenant, les équipements, ça crame à 50 degrés. Effectivement, ça crame pas à 38. Et donc, on voulait une redondance thermique. Par exemple, quand vous avez un circuit d'eau glacée, si vous avez un seul circuit, ben, ce n'est pas une redondance thermique. On est d'accord. On ne s'est pas amusé à mettre de l'eau dans les serveurs, à bricoler nos serveurs. C'est un data center commercial. On accueille des serveurs des gens, des serveurs normaux. Donc c'est des serveurs du marché. Donc c'est une contrainte quand même. Hein. C'est vrai que c'est plus facile de bricoler ces serveurs, mais nous c'est pas le cas. Voilà. Et dernière contrainte, on a un environnement urbain. On est dans la ville, donc dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, hein, Cité des Cartes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une charmante cité universitaire, voilà, à 20 km de Paris. Et donc, à partir de là, on s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'un data center pour nous? On avait en fait besoin d'héberger des serveurs pour une puissance de 1 MW. D'accord? Donc en fait, il y a 3 métiers dans un data center. Il y a fournir l'énergie, donc fournir 1 MW de puissance sans couper. D'accord? Il y a héberger les serveurs et il y a dissiper la chaleur. On doit dissiper 1 MW de puissance thermique, okay, par l'effet Joule. Donc en fait, c'est des activités importantes et on va dire la dernière, elle est souvent assez négligée finalement. Donc on a beaucoup travaillé sur cette dernière fonction qui est dissiper la chaleur des serveurs. Donc il y a un grand débat d'experts dans le monde du data center, c'est est-ce qu'on fait un refroidissement avec de l'eau ou avec de l'air. Souvent en fait on dit la haute densité c'est un refroidissement à l'eau. C'est vrai que l'eau a une capacité thermique 4000 fois plus grande que l'air. Donc c'est intéressant. Et de même, c'est intéressant d'avoir de l'eau pour refroidir des baies très haute densité, donc avec des tuyaux spécialisés qui vont aller dans un serveur localisé dans la baie. Mais l'air a quand même des avantages. À partir du moment où on arrive à avoir un débit 4000 fois plus gros, ce qui n'est pas dur, en fait, c'est beaucoup plus facile d'avoir 200 000 m3 d'air que, on va dire, 200 m3 d'eau. Dans ce cas-là, l'air a beaucoup d'avantages. L'air est partout. Il n'y a pas de risque de fuite d'air. On parlait tout à l'heure des fuites d'eau dans les data centers, ça on a aussi connu. C'est facile d'avoir un débit élevé, comme je disais, et c'est plus facile d'avoir une haute dispo, de la redondance. Donc on a fait ce choix-là, on a fait le choix d'avoir un data center refroidi par l'air, donc en free cooling direct. Parce qu'il y a des gens en fait qui font, ça je trouve ça absurde, qui font un double circuit d'air, donc ils vont faire du free cooling avec de l'air froid qui va refroidir un autre circuit d'air qui va refroidir les machines. Comme si l'air était contaminé. Non, ça marche, le free cooling direct, donc on prend de l'air extérieur qu'on met dans les serveurs.
Il est filtré, mais ça marche. Et donc on a souhaité par ce projet démontrer que la haute densité, on va dire la moyenne haute densité, était compatible avec le free cooling direct en air. D'accord ? Donc on va faire un tout petit peu de thermodynamique. Donc la puissance qu'on doit dissiper, qui est de 1 MW, est égale tout simplement à la capacité thermique de l'air que multiplie son débit, que multiplie le delta T, l'échauffement des serveurs. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas la clim qui refroidit les machines. On est d'accord ? C'est le débit d'air. La clim, elle est là pour faire plaisir, pour se mettre à 22 degrés, et pas à 28 ou pas à 32. Ce qui refroidit les machines, c'est le volume d'air qui va passer dans les ventilateurs et qui va donc augmenter de température et donc prendre les calories que dégage la machine. Okay ? Donc on a un delta T qui est fixé par les machines. Un serveur pizza chauffe de 10 degrés par exemple. Un blade chauffe de 15 degrés. Bon, après, ça dépend des constructeurs. C'est une donnée en fait pour nous, exploitants de data center. Et on a une seule variable finalement qui est le débit. Donc on doit produire suffisamment de débit d'air ou d'eau pour refroidir la puissance thermique qu'on a à dissiper. D'accord ? Donc pour une puissance de 1 MW par exemple, avec de l'air, on doit fournir un débit de 240 000 m3/h. Ce qui n'est pas très difficile en fait. Ce qu'on pilote, c'est donc la variable débit. Et entre parenthèses, c'est mieux d'avoir des blades. Parce qu'un blade, le delta T du blade, c'est 15 degrés. Évidemment, ça chauffe plus. Mais donc, ça veut dire qu'on a un débit d'air moins important à fournir. Donc plus on a de blades dans un data center moderne, mieux c'est. Contrairement à ce qu'on pense en fait. Parce que plus le data T augmente, plus le débit va diminuer. Donc on a construit un data center et on l'a construit vertical. Voilà une photo de ce data center. Donc, vous pouvez voir au bord de l'autoroute A4. Donc il y a 2 tours. Et on a, donc vous voyez, il n'y a pas de fenêtre. C'est vraiment un bâtiment dédié pour être un data center. Et donc on appelle ça Marilyn. C'est une forme de tour et on va donc optimiser les flux d'air dans cette tour. En fait, vous savez que les data centers modernes ont une allée froide avant les baies et une allée chaude à l'arrière. D'accord ? Ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a superposé ces allées froides et ces allées chaudes. Donc vous avez une colonne d'air froid qui est en bleu ici et une colonne d'air chaud qui est en rouge. On va voir qu'on n'a pas de faux plancher, pas de faux plafond. L'air traverse le plancher. D'accord ? Et donc on a des volets automatiques qui sont au sous-sol. Le sous-sol aussi est découpé en 2. Il y a un sous-sol chaud, un sous-sol froid. Ils sont étanches, bien sûr. Donc on a des volets automatiques au sous-sol, on a des volets automatiques au 5e étage qui vont évacuer l'air chaud quand il y a une surpression. Et donc on va jouer avec ces éléments-là pour tout simplement refroidir la tour. Donc là c'est une photo de l'intérieur du data center, en dessous, enfin au premier étage, donc on voit les étages supérieurs. Et donc on n'a pas de faux plancher. L'air va s'écouler à travers les étages. On n'a pas de faux plafond non plus. Donc on a des caillebotis qui vont séparer les étages. Sous les baies, c'est du béton, mais entre les baies, c'est du caillebotis. Et bien sûr, on va avoir une étanchéité thermique entre les allées froides et chaudes. Ça, on ne l'a pas inventé. Mais bon, c'est évident que notre concept, c'est carrément indispensable. Donc là, on voit les 5 étages en fait, qui se superposent avec les baies. On est en dessous, en fait, au rez-de-chaussée, et on photographie par le dessus, et donc on va avoir les baies qui sont les unes au-dessus des autres. C'est tout bête en fait. Hein. Donc voilà le schéma d'un étage. Donc vous avez alors peut-être prendre un micro si je peux. Allô ? Oui. Je n'ai pas de pointeur, donc je vais vous montrer. Vous avez en fait les baies qui sont comme ça. Donc on est tous d'accord qu'une baie, ça aspire pas l'air par en dessous, ça aspire l'air sur le côté. L'air, il va, comme on disait, donc les serveurs modernes aspirent l'air de ce côté-là et le renvoient de ce côté-là. Donc l'air, le passage de l'air dans une baie, c'est horizontal. On est tous d'accord là-dessus. Ça ne sert à rien d'avoir un trou en dessous d'une baie. Donc on a du béton ici, on a la baie. Ici, on a une ambiance froide, qu'on va appeler froide. Donc si on veut se faire plaisir, on la met à 22 degrés. D'accord ? On a l'allée chaude qui est juste avec un delta T supérieur à l'allée froide. Donc si on est à 22 là, par exemple, on va être à... Donc si on a une delta T de 12, on va être à 34 ici.
Et donc nous, on va optimiser les flux d'air. Donc le flux d'air froid va monter ici, et le flux d'air chaud, suivant les modes de température, va soit monter, soit descendre. Donc ça répond aussi à la question de Marilyn, parce que donc pourquoi on a appelé le data center Marilyn? Donc on a pensé au film 7 ans de réflexion, où on a la robe de Marilyn qui s'envole. Et donc je tiens à dire que c'est Vincent Mialon qui est présent dans la salle, qui a trouvé ce nom, le responsable réseau de Céleste. Voilà, donc il faut lui rendre hommage aujourd'hui. Il fallait quand même lui rendre hommage. Donc ça c'est le schéma d'un étage. Alors évidemment ça impose que la distribution électrique et de câbles soit par le dessus des baies. Franchement, pour nous, c'est pas du tout un problème. Et pour nos clients non plus. Donc on va utiliser l'air ambiant, on va souffler l'air froid en sous-sol, donc dans les sous-sols qui sont prévus pour ça. On va prendre soit de l'air extérieur, soit de l'air recyclé. Et on va évacuer l'air chaud en toiture, donc avec des registres, des volets automatiques qui sont en toiture. Là, vous voyez donc des centrales de traitement d'air qui sont des équipements industriels de base, en fait, qui, donc chaque centrale de traitement d'air fait, je ne sais plus, 40 000 ou 80 000 mètres cubes heure. Voilà. Donc on a quand même mis des clims sur les machines, parce qu'on a des clients qui aiment bien que ce soit à 22 degrés, mais fondamentalement, ça ne sert à rien. Au 5e étage, donc là vous voyez une salle, et donc le dernier étage, on a des volets automatiques qui s'ouvrent et qui se ferment suivant la pression d'air. Quand on a une surpression d'air chaud, bah, tout simplement on l'évacue par le toit, comme une cheminée. Donc en résultat, on a du refroidissement par l'air ambiant, du free cooling, 80% de l'année. Donc par exemple aujourd'hui, ou même au printemps, ou même en été, quand il fait moins de 23 degrés, au mois d'août, la nuit, il fait moins de 23 degrés, donc c'est bien 80% de l'année, on ne climatise pas, on a un refroidissement 100% par l'air ambiant, donc on prend de l'air froid, l'air extérieur qu'on aspire, éventuellement on remélange avec de l'air chaud s'il fait trop froid, on injecte cet air froid entre 17 et 23 degrés dans les allées froides, et l'air chaud il va être soit réaspiré pour chauffer nos bureaux, soit évacué en toiture quand on a un surplus d'air chaud. D'accord ? Donc tout notre job, c'est tout simplement de dissiper ces calories, donc d'évacuer l'air chaud. Et encore une fois, ce n'est pas la clim qui va refroidir les machines, c'est le débit d'air. Donc ça nous fait 80% de l'année. Après, quand il fait entre 23 et 35 degrés, on économise aussi, puisque l'air extérieur est quand même plus frais que l'air des allées chaudes. Donc en fait, on va prendre de l'air extérieur qu'on va climatiser. Là, pour le coup, on va le baisser, on va le mettre à la consigne de 23 degrés. On va le souffler dans les allées froides et on va évacuer l'air chaud directement par la toiture. Quand il fait plus de 35 degrés, en mode canicule, on ferme les volets, on passe en recyclage total et on climatise l'air. D'accord ? Donc voilà le tuyau élégant qui nous sert à chauffer nos bureaux. Voilà, avec l'air recyclé pour le data center. Donc si on regarde le diagramme psychrométrique, donc vous avez en abscisse la température, en ordonnée l'humidité, les courbes comme ça c'est l'humidité relative, et l'enthalpie ce sont les droites en diagonale. Donc en fait, je prends un petit... Notre travail d'exploitant data center, c'est de mettre les machines dans une fenêtre qu'on va se définir comme on veut. Bon, là, on dit qu'on va être entre 17 et 23 degrés et entre 30% et 70% d'humidité relative. Maintenant, on peut avoir une fenêtre plus large. Hein. Donc, un point bleu sur le diagramme, c'est un jour à Champs-sur-Marne. D'accord ? Donc, quand il fait, par exemple, aujourd'hui, il fait peut-être 0 degré, je sais pas, il doit faire 50% d'humidité, donc c'est ce point-là. D'accord ? Donc, notre job, c'est de remettre les conditions thermiques dans ce carré-là. Et donc on va y arriver avec des instruments. Donc soit on va mélanger l'air froid et l'air chaud, soit on va climatiser, soit on va prendre de l'air extérieur ou recirculer l'air intérieur, soit on va humidifier. Donc si on est trop bas, c'est très rare, mais si on est trop bas, s'il fait très sec ici, par exemple, quand on va mélanger l'air, on va se retrouver ici,
en dessous de la plage d'hygrométrie recommandée, donc on va humidifier. Bon, en pratique, mon point de vue, c'est que ça sert à rien d'humidifier. Mais bon, quand on a 20% d'humidité relative dans la salle, et même 15%, on n'a jamais eu aucun problème. Donc, bon. Alors, le rendement, le PUE cible est de 1,3. Donc, par rapport à un data center commercial, on va dire traditionnel, qui aurait un PUE de 2, on a une économie d'énergie de 35%. Parce qu'on va donc optimiser le refroidissement en tout air direct. On va gérer de façon automatique tout ça, les volets, etc. C'est automatique, bien sûr, on ne va pas s'amuser à les ouvrir à la main. Donc, en fonction des conditions extérieures et des conditions intérieures, on va passer d'un mode de fonctionnement à un autre. Et donc c'est un PUE cible de 1,3. Donc je répète, ce sont des serveurs ordinaires. On ne touche pas aux serveurs. Donc ça fait 1 an et quelques que ça marche. Donc on a connu des canicules à 40 degrés, on a connu des périodes de froid à moins 20 degrés. On a toujours respecté les conditions qu'on s'était fixées. On a fait des tests à pleine charge à 20 degrés en température ambiante. On était bien à 20 degrés en allée froide, sans clim. En fait, on a un problème, c'est que ça marche même parfois trop. C'est en hiver, il fait parfois trop froid. On a trop d'évacuation du système et on est obligé de passer à un recyclage en hiver. Sinon, la température descend. Donc, ça veut dire qu'on récupère l'air chaud. Sinon, il va être trop froid. Ça va être trop froid dans le data center. Et on arrive à avoir du free cooling total jusqu'à 23 degrés en température ambiante en été. Donc, on passe quand même pas mal de l'été en free cooling. Donc, petit point sur la distribution électrique et fibre. Donc, nous, on fait tout par le dessus. Donc, on a choisi des rails de distribution électrique. D'accord, c'est pas des câbles, c'est des rails Canalis. La fibre est distribuée par des chemins de câbles au-dessus, des baies. Et puis, ça se passe très bien comme ça. Voilà. Un autre choix qu'on a fait, on n'a pas de batterie dans le data center. Donc, on a... alors, j'ai présenté ça au salon Data Center Dynamics, ça a suscité un tollé parce que les fabricants de batteries n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est pas forcément, je dirais, il n'y a pas une seule solution. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de batterie. Nous, on a essayé de ne pas mettre de batterie, on a mis des volants d'inertie à la place, donc ça marche très bien. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Les avantages, c'est que on ne climatise pas donc les locaux batteries. Donc, encore là, une fois, pas de clim, c'est qu'il y a moins de maintenance et il y a moins de risque d'incendie, comme on le disait tout à l'heure. Les inconvénients, c'est que les rendements ne sont pas très bons quand même sur les onduleurs à volant d'inertie quand ils sont peu chargés. D'accord ? Donc, voilà. Mais on a fait ce choix-là. Un point très important, c'est qu'on a passé, pendant 2 ans, on a cherché des capteurs de mesure d'énergie des câbles. Donc je ne comprends pas, ça n'existe pas. On est obligé de mettre un espèce de disjoncteur avec un câble on va recabler le disjoncteur pour mesurer la consommation. Donc on a fini par trouver des capteurs radio. On a 1200 câbles qui vont alimenter les PDU des clients. Donc les 1200 câbles sont équipés de capteurs radio. Donc on n'a pas recablé le câblage, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on récupère en radio la mesure instantanée de la consommation électrique des clients et on les facture en fait à leur consommation. Voilà. Ça paraît basique en fait, mais c'est pas vraiment fait dans les salles où on est présent aujourd'hui. Donc tout ça pour dire je pense qu'on va aller vers une nouvelle génération de data center. Le nôtre, c'est un prototype, d'accord. On a choisi de faire un data center haute densité, haute dispo, écologique, enfin on va dire efficace énergétiquement et urbain. C'est pas les seuls possibles, mais c'est une solution qui nous paraît intéressante. Si on veut aller plus loin, si on veut se poser des questions sur comment on peut optimiser le fonctionnement d'un data center, je pense qu'il faut vraiment enlever la clim et aller à 38 degrés. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Il faut que les serveurs puissent fonctionner tranquillement à 38 degrés, 40 on va dire, quand il y a une canicule. Il faut aussi qu'on arrive à... On est frappé, parce qu'on travaille sur les projets de cloud computing, on est frappé du fait qu'il y a peu d'outils pour mesurer la consommation énergétique des machines, et notamment des machines virtuelles. Voilà, on ne sait pas
quelle puissance va consommer une machine virtuelle quand elle va démarrer. Je pense qu'on a besoin de choses là-dessus. Et par ailleurs, on pense que c'est bien d'éclater le data center en plusieurs sites répartis, en de nombreux sites répartis. Donc, avoir des petits data centers un petit peu dispersés. C'est beaucoup plus robuste. Aller attaquer un réseau de 50 data centers qui sont loin, c'est impossible, alors que c'est beaucoup plus facile d'attaquer un seul gros data center. Et ça, on travaille sur ces sujets dans le cadre du projet Nuage, qui est un projet de recherche et développement collaboratif. Voilà, écoutez, j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Oui, j'ai une petite question. Les allées froides, donc le sol est grillagé. Moi, ça m'arrive quand je vais en data center, je fais très souvent tomber des vis et des tournevis. Est-ce que celui qui a l'étage d'en dessous, il va se les prendre dans la tête ou pas? Effectivement, c'est un risque. Et donc, on a fourni des casquettes à coque à nos clients. D'accord. Parce qu'il y a des chutes de vis et des chutes de boulons qui peuvent arriver, tout à fait. Bonjour, une autre question. Vous gérez comment l'extinction incendie? Je ne sais pas où est la personne qui a posé la question, mais on a choisi en fait l'extinction à brouillard d'eau haute pression, d'accord, avec donc ce sont des micro-gouttelettes de moins de 100 microns. On aurait pu choisir de mettre des bouteilles d'air, mais c'est un volume quand même assez important avec la verticalité. Donc le brouillard d'eau haute pression, on l'a testé en fait en vrai. Donc notre fabricant nous a dit qu'on était les seuls à avoir testé en vrai l'extinction sur des serveurs en production. Donc on avait une baie pleine, on a balancé la flotte. On a éteint la flotte, on a éteint la baie, on a séché les serveurs et on les a redémarrés après. Donc en fait, ça ne nuit pas trop aux serveurs. En tout cas, on l'a testé. Oui, bonjour. Deux petites questions. La première est plutôt très terre à terre. Comment est-ce que font les clients pour accéder à l'arrière des baies? En fait, il y a une allée chaude et une allée froide. Donc si je reviens sur un petit schéma. Hop. Donc tu perds une baie sur chaque rangée pour accéder à l'arrière? Voilà, donc il y a une allée froide, on peut y accéder, et une allée chaude, on peut y accéder aussi. D'accord. Et comment ils passent? On n'y passe pas, il y a deux portes. Il y a, chaque étage, c'est des salles de 10 baies, enfin de 2 fois 10 baies, 20 baies. Et donc il y a plusieurs portes, il y a 3 portes en fait. Ah, d'accord. Deuxième petite question, tu disais par rapport au comptage d'énergie que tu avais mis en place une solution radio, ainsi de suite. Comment est-ce que tu fais pour gérer le fait qu'en France, il est interdit de facturer de l'énergie si les compteurs ne sont pas MID? Nous, on a étudié ce problème-là avec des juristes. Et alors peut-être qu'on a un avantage parce qu'on ne facture pas des particuliers, mais des entreprises. Mais nous, ça ne nous a pas posé de problème de facturer. Alors, on ne vend pas de l'énergie, on vend voilà. des seuils maximaux de consommation possibles. Et ces seuils maximaux ils peuvent être horaires. Donc, on ne facture pas fondamentalement, on ne facture pas de KVA, on facture des seuils maximaux de consommation. Voilà. D'accord, donc tu ne factures pas vraiment l'énergie consommée, tu factures un maximum atteint. Oui, mais ce maximum peut être on va dire, assez temps réel, un maximum horaire. D'accord. Et juste la dernière question par rapport à... Sur ce sujet-là, je tiens à dire aussi qu'au départ, en fait, on avait souhaité ne facturer les consommations quasiment, ne facturer les clients quasiment qu'à leur consommation. Donc, ne facturer que, on va dire, du variable. Et il me semble que les clients ne sont pas prêts aujourd'hui à prendre ce type de facturation. Les clients préfèrent avoir des forfaits de consommation. C'est comme pour les téléphones mobiles. Les clients préfèrent avoir des forfaits, même si c'est absurde. Donc les gens préfèrent avoir des forfaits de consommation électrique pour savoir ce qu'ils vont payer. Et donc on a des forfaits avec des seuils minimaux, et puis on facture la surconsommation, ou on va dire des seuils supérieurs quand les clients les consomment. Et dernière petite question, je laisse le micro après. Comment est-ce que tu gères le brouillard d'eau, sachant que tu vas avoir des vitesses d'air qui dépassent largement les 3 mètres secondes, sachant que quasiment toutes les solutions du marché sont certifiées pour arrêter un incendie avec seulement moins de 3 mètres secondes.
Alors, on a moins de 3 mètres secondes. T'arrêtes la ventilation dans ce cas-là? Non, on n'arrête pas la ventilation. On a testé à l'arrêt et en démarrage. Ça marche mieux quand la ventilation est démarrée. Donc on a des vitesses d'eau qui sont légèrement inférieures à 3 mètres secondes, qui sont plutôt de l'ordre de 2,5 mètres secondes, si je ne dis pas de bêtises. Je veux dire des vitesses d'air. Et donc on a testé le brouillard d'eau en fonction avec justement les flux d'air à fond, à plein régime. Et au contraire, le brouillard d'eau en fait ruisselle moins et est plus efficace avec un petit flux d'air comme ça qui le traverse. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Une simple question, quelle est la taille des salles de tous les étages? En fait, on a 20 salles donc voilà. Chaque salle fait 2 x 10 B, donc ça fait 6 mètres de long, et en gros ça fait 8 mètres de large, avec les 3 rangées et les 2 rangées de B, les 3 allées et les 2 rangées de B. Donc c'est des toutes petites salles, et donc les tours font 16 mètres de haut, et des étages donc de 6 mètres sur 8. Donc c'est des baies, on a pris des baies de 60. Effectivement, on a eu la même réflexion que la personne qui parlait avant. On pense que c'est mieux, l'écoulement d'air marche mieux avec des baies de 60 que des baies de 80 de large. Sur votre schéma du milieu, vous dites que l'air chaud, il y a une partie qui est évacuée vers le haut et une partie qui est évacuée vers le bas. Je veux savoir sur quels critères vous faites en fait, ce balancement entre les deux. C'est soit tout monte, soit tout descend, ça dépend des modes de fonctionnement d'air. Donc quand on est en mode recyclage, par exemple quand il fait très froid en hiver ou quand il fait très chaud, l'air redescend puisqu'il va être réaspiré par les centrales de traitement d'air. Quand on est en mode d'évacuation de la chaleur, en mode total free cooling, l'air monte. Bonjour. Bonjour. J'aurais souhaité savoir quelle était la puissance climatisée de votre data center et quelle puissance électrique associée au ventilateur. Alors, c'est une bonne question, je ne sais pas si je vais avoir les chiffres en tête. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est limitant dans notre projet, ce n'est pas la puissance clim, c'est la puissance des ventilateurs, d'accord? Et la puissance clim, elle est... on a quand même une puissance qui est installée de 2 MW pour refroidir 1 MW de serveur. Donc en fait, quand on a les climatiseurs à fond, l'été en mode défavorable, on va monter en fait à une consommation totale de 2 MW. Voilà. D'accord. Je vous posais cette question-là parce que on a une autre technologie nous sur notre data center et bien sûr on calcule les COP ou les EER, donc le rapport entre la puissance à refroidir et la puissance consommée pour refroidir cette puissance-là. Et un ventilateur qui a de tels débits avec une perte de charge énorme à combattre, c'est une puissance électrique aussi considérable. Et c'était pour avoir un ordre d'idée. Et... Si tu parles du ventilateur, non, je peux te dire que là, je peux te répondre. Où est-ce qu'il est les ventilateurs que vous voyez ici, donc ce sont des ventilateurs industriels. Quand on a fait des tests à pleine charge, donc on avait une tour à pleine charge, on avait 500 kW de puissance serveur, on avait 20 kW de puissance ventilateur sur 2 centrales, parce qu'il suffit de 2 centrales, donc on avait 40 kW de ventilateur pour refroidir 500 kW de serveur. Ok. Merci. Et en fait, juste pour revenir sur ta question, tu disais il y a des pertes dans les sections, mais justement, nous, on a des sections très importantes, puisque la section, c'est tout le data center, en fait. C'est ça ce qu'il est le truc. La section notre tuyau, en fait, c'est tout le sous-sol. Hein, donc on a des sections très élevées, c'est pour ça qu'on a des vitesses d'air assez faibles, finalement, et des débits très élevés. Et la perte de charge, tout à fait, oui, la perte de charge est pas très élevée. Bon, après, c'est sûr que si on avait on pourrait aller jusqu'à 10 étages, on a fait des simulations numériques. Au-delà de 10 étages, on aurait une perte de charge verticale trop forte.